Bonjour mes élèves de 3e, nous voilà ensemble pour poursuivre notre cours à distance. Je compte sur vous tout d'abord pour réaliser un petit QCM sur la diversité, c'est-à-dire le parcours que nous avons vu ensemble la dernière fois. Ce QCM est disponible dans votre travail à faire. Une fois que vous avez fait votre QCM, vous pouvez donc attaquer ce nouveau parcours qui est non seulement un nouveau parcours, mais aussi un nouveau thème, puisque nous avons terminé notre thème 2. Je compte donc sur vous pour prendre une nouvelle double page, pour faire un petit triangle de séparation. Ça va être donc notre troisième et dernier triangle. Il va s'intituler thème 3. Ce thème, on va noter ensemble. Donc je vais aller sur mon site internet. Pour cela, je mets mon visage en haut à gauche. On va donc aller d'un cours 3e et cette fois-ci, thème 3. Et ce thème s'intitule « Le corps humain et la santé ». Ça veut dire que sur notre petit triangle, nous pouvons écrire thème 3, le corps humain et la santé. Bien évidemment, vous mettez pause lorsque vous écrivez et après vous pouvez remettre à nouveau play. Une fois qu'on a fait notre petit triangle de séparation, il va falloir à nouveau tourner la page qui est derrière le triangle puisqu'il va nous falloir une double page entière, c'est-à-dire une page de gauche et en face une page de droite. Une fois qu'on a pris notre nouvelle double page, on va pouvoir écrire sur la page de droite, en haut, le titre de notre nouveau parcours. Et ce titre, c'est le parcours 3, le monde microbien et notre organisme. Donc nous sommes en plein dans l'actualité puisque nous allons parler des microbes et bien évidemment de la réponse du corps face à une éventuelle contamination ou infection. Donc parcours 3, le monde microbien et notre organisme. Une fois qu'on a noté notre parcours 3, on va pouvoir noter le titre de notre chapitre. Ce chapitre s'intitule « Chapitre, l'organisme et les maladies infectieuses ». Chapitre, l'organisme et les maladies infectieuses. Et pour commencer, la première partie, donc à l'intérieur, il y a plusieurs parties dans ce chapitre, de nombreuses parties, mais elles sont à chaque fois assez petites, donc ça va aller assez vite. Donc, partie A, les micro-organismes et notre corps, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Partie A, les micro-organismes et notre corps. Et comme d'habitude, nous avons l'activité juste en dessous. Cette activité-là, je vais vous la fournir également en PDF, en lien sur Pronote. Donc si vous ne parvenez pas à ouvrir le lien, ce n'est pas grave, vous l'avez sur Pronote. Comprendre un langage scientifique au sujet des micro-organismes. Voilà l'activité. Alors, sur ma version, il y a des petits rectangles bleus, pas sur la vôtre. C'est bien évidemment parce que j'ai mis mes réponses en dessous et on va essayer ensemble, bien sûr, de réfléchir, de se questionner et après de corriger les éventuelles réponses que vous avez notées sur votre cahier, sur votre fiche d'activité. Donc la fiche d'activité, on la colle à gauche, en face de notre titre. C'est parti. Troisième, thème 3, numéro 1, comprendre un langage scientifique au sujet des micro-organismes. Donc, comprendre un langage scientifique, ce n'est pas seulement du vocabulaire. Le vocabulaire scientifique en fait bien sûr partie, mais c'est aussi toute forme de langage, c'est-à-dire d'expression scientifique. Il peut donc s'agir de lire par exemple un graphique, de lire un tableau de résultats. Tout ça fait partie du langage scientifique couramment utilisé pour s'exprimer lorsqu'on travaille avec les sciences. Ce que l'on sait, les micro-organismes occupent tous les milieux de vie. Ils sont présents dans l'air, dans l'eau, et notre corps en héberge plus de 39 000 milliards. C'est assez considérable. Ce que l'on cherche à résoudre. En quoi les micro-organismes sont-ils associés à notre état de santé? Consigne. Petit 1. Proposer une hypothèse pour répondre au problème de départ. Donc, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est de mettre pause et d'écrire votre hypothèse. Je considère que vous l'avez noté tout seul et je vous dévoile la mienne.
Moi, mon hypothèse, ça va être, je suppose qu'un micro-organisme peut causer des maladies. En ce moment, on est en plein dans le sujet. On sait par exemple qu'il existe le Covid-19 qui crée une maladie de type état grippal et qui malheureusement peut, chez les personnes les plus fragiles, même entraîner un décès. Donc du coup, c'est ce que j'ai noté. Je suppose qu'un micro-organisme peut causer des maladies. La conséquence vérifiable de mon hypothèse, si j'imagine qu'il peut causer des maladies, c'est donc qu'il est capable, ce micro-organisme, de détériorer notre santé lorsqu'on est en contact avec lui. À chaque fois, maintenant je suis en troisième, donc à chaque fois que je note une hypothèse, il faut que je l'accompagne de sa conséquence vérifiable. Question numéro 2. Afin de vérifier l'hypothèse, nous devons découvrir ce qu'est un micro-organisme. Là, on va s'approprier du vocabulaire scientifique et comprendre certains termes qui sont nouveaux. Pour cela, à partir des pages 396 et 397 du livre et de vos connaissances, c'est-à-dire qu'on va utiliser le livre, mais on va aussi utiliser ce qu'on voit dans notre quotidien. Petit a, trouver plusieurs noms de micro-organismes. Donc là, la mission, c'est d'aller s'informer, d'aller extraire des mots du vocabulaire des pages du livre, des pages 96, 396 et 397, et de les utiliser. Donc je me dirige sur mon livre. Mon livre est disponible quand vous allez dans l'accueil. Il est disponible ici. Moi, je l'ai déjà ouvert à la bonne page. Le voilà. Je vous dis ça, mais en réalité, il faut que je tourne un petit peu. Le voilà. Donc, je vais lire avec vous les documents. Premier document. Je vais enlever ma tête parce que ça passe pas. Premier document. On voit ici que il y a dans une boîte à pétri la forme d'une main. C'est bien évidemment une empreinte qu'a laissée une personne. Donc ici, c'est un enfant qui a posé sa main dans une boîte qui au départ était stérile. Ce que veut dire stérile? C'est un mot en jaune, ça veut dire qu'on a sa définition dans le lexique. Je vais voir en haut ici le vocabulaire. Un milieu stérile, c'est un milieu qui ne contenait, au départ bien sûr, aucun être vivant. Ça veut dire un milieu complètement abiotique, sans être vivant. Ce milieu, c'est un milieu nutritif pour bactéries, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a mis des éléments qui permettent la vie, la multiplication de bactéries. Certains sels minéraux, par exemple, certains sucres. Les bactéries, qu'est-ce que c'est? Une bactérie est un micro-organisme constitué d'une seule cellule, donc c'est un micro-organisme unicellulaire, dépourvu de noyau. Alors dépourvu de noyau, ça ne veut pas dire que les bactéries n'ont pas de chromosomes. Tous les êtres vivants ont des chromosomes, mais leurs chromosomes ne sont pas délimités par une enveloppe nucléaire, par l'enveloppe d'un noyau, c'est-à-dire qu'ils baignent dans le cytoplasme librement. La boîte, elle a été placée à 37 degrés pendant 2 jours et à 20 degrés pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette boîte? Eh bien, on voit des espèces de taches. Chaque tâche ne correspond pas bien sûr à un micro-organisme, ça correspond, c'est ce qu'on nous indique ici, donc les tâches elles ont à peu près une largeur d'1 millimètre et chaque tâche correspond à une colonie. Si on regarde cette colonie de plus près, en grossissant au microscope, on s'aperçoit qu'en fait un petit point correspond à des milliers de bactéries qui sont collées les unes aux autres, qui vivent à côté les unes des autres, c'est ça une colonie. Document 2. Ce sont des micro-organismes qu'on observe sur notre peau. Ils sont observés au MEB, ça veut dire le microscope électronique à balayage. Ce sont des microscopes extrêmement perfectionnés qu'on trouve dans des laboratoires et qui grossissent énormément et qui permettent aussi d'avoir, on va dire, des images en 3 dimensions de ce que l'on observe. On voit donc ici la photographie d'un Demodex folliculorum. On nous précise que c'est un acarien. Ici, on nous précise que les acariens sont des animaux. Pour être plus précis, ce sont même des arachnides, c'est-à-dire ce sont des animaux de la même famille que les araignées.
ils sont cousins. En dessous, nous avons Candida albicans, c'est un champignon. Et à droite, nous avons Staphylococcus epidermis, c'est une bactérie. Sur ces documents, nous avons des informations très importantes qui sont ici des échelles. Ça nous donne une idée de la dimension que peuvent faire ces êtres vivants. On y reviendra un petit peu plus tard. Document 3, on nous parle du microbiote. Alors pour vous, ce n'est pas un document nouveau. Le microbiote, on en a déjà parlé, notamment du microbiote digestif, celui qui vivait dans notre appareil digestif. Ici, on nous précise que c'est lors de l'accouchement que le bébé ingère des micro-organismes présents dans les voies sexuelles de sa mère. Il colonise ensuite tout son tube digestif. Tout au long de la vie, l'environnement et l'alimentation apportent d'autres micro-organismes. Ainsi, les voies digestives, respiratoires et sexuelles sont couvertes d'une très grande diversité de bactéries et de champignons. Les micro-organismes que nous hébergeons constituent notre microbiote. Donc, nous ne possédons pas simplement un microbiote digestif, on possède également un microbiote cutané, c'est-à-dire des micro-organismes qui vivent sur notre peau, un microbiote respiratoire, des micro-organismes qui vivent dans notre appareil respiratoire, un microbiote génital, des micro-organismes qui vivent dans notre appareil génital. Ici, on nous précise qu'il y a des espèces de bactéries qui apparaissent en jaune et en violet ici, et 2 espèces de champignons qui sont en vert. Enfin, ici, on nous montre que notre microbiote évolue au cours de notre vie. Donc, la première question de mon activité, si je la remets, la deuxième question, pardon. Cette question, c'était trouver plusieurs noms de micro-organismes. Donc, je vais me référer au document. Ici, j'ai des noms qui figurent, Demodex folliculorum, Staphylococcus, ici aussi j'en avais, Helicobacter pylori, Candida albicans, c'est-à-dire qu'il va falloir relever des noms de micro-organismes. Étant donné qu'on nous demande également de s'inspirer de nos connaissances, je peux également parler de l'actualité et notamment du Covid-19. Donc, dans ma réponse, j'ai écrit que je vois, alors je précise bien que ce sont des informations que j'extrais des documents, des informations que j'ai observées dans les documents, je ne les ai pas inventées. Je vois que certains micro-organismes se nomment Covid-19, donc ça je l'ai emprunté aux médias, Demodex follicurium, ça c'était sur le livre, Candida albicans, Staphylococcus epidermis, Helicobacter pylori, Lactobacillus, Trichosporum. Donc tous ces noms qui ont l'air un peu barbares, ce sont des noms de micro-organismes. Donc là, pour l'instant, je n'ai fait qu'extraire des informations et les noter. Je vais pouvoir passer à ma question 2B. La question 2B, c'est identifier plusieurs familles de micro-organismes. Donc cette fois-ci, je ne veux pas un nom précis, je veux des familles, c'est-à-dire les grands groupes auxquels ces micro-organismes appartiennent. Normalement, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que le Covid-19 appartient à une famille particulière, une famille qui est en général néfaste pour l'homme, c'est la famille des virus. Donc, Covid-19 est un virus. Sur le livre, il n'y a pas d'autres virus qui sont indiqués. Par contre, on nous indique que Demodex follicurium, c'est un acarien, c'est-à-dire un animal, un arachnide. On nous indique que Candida albicans, c'est un champignon, et ainsi que, ici en violet, en vert, pardon, Trichosporum. Donc, on a 2 champignons, et on a aussi des bactéries, comme Staphylococcus epidermis, comme ici Helicobacter pylori, comme Lactobacillus. Donc, si je résume mes réponses, je peux écrire sur ma fiche d'activité, dans mon cahier, à gauche, bien évidemment, que, grâce aux pages 396 et 397, je note que les micro-organismes peuvent être des virus, des champignons, donc j'ai mis entre parenthèses Candida albicans, Trichosporum, des bactéries, je les ai citées, des acariens, et j'ai mis 3 points de suspension parce qu'il faut savoir qu'il existe d'autres micro-organismes. Il existe par exemple des amibes, il existe d'autres types de micro-organismes qu'on ne voit pas ici,
sont particuliers, qui ne nous intéressent pas nécessairement dans cette leçon. Mais il n'y a pas que ces 4 types-là, il y en a d'autres. Je vous laisse mettre pause pour prendre note des réponses. Et ensuite, on passe à la question petit c. Question petit c. Préciser la taille des micro-organismes. C'est une question très importante parce qu'elle va nous permettre de définir le terme de micro-organisme. Donc cette taille, on peut la voir en regardant soit les échelles. Donc ici, on s'aperçoit que l'échelle est notifiée là par un petit bâtonnet. Et on peut l'avoir aussi en lisant bien sûr les informations et notamment ici sur le document 4, ici pour être précis, mais il ne faut pas trop que je bouge parce que ça fait bouger l'image, on nous indique qu'en général un micro-organisme mesure moins de 50 micromètres. Alors ce signe ici, un U avec une barre qui descend, c'est ce qu'on appelle une lettre grecque mu. Et ça se lit micro. Donc ici, nous avons 50 micromètres. Il faut savoir qu'un micromètre correspond à 1000 millimètres ou 1 millionième de mètre, si vous préférez. J'ai inversé. 1 millimètre correspond à 1000 micromètres. Donc ici, nous avons une taille, 40 micromètres. Ici 10 micromètres et ici 1 micromètre. Donc vous voyez que les micro-organismes en général sont inférieurs à 50 micromètres. Ils peuvent même être extrêmement petits comme les virus. Les virus sont les plus petits micro-organismes. Ils sont en général 10 fois plus petits que les bactéries. Sachant que ici vous voyez que les bactéries sont déjà plus petites que les champignons, eux-mêmes plus petits que les acariens. Donc les virus sont vraiment les plus petits des micro-organismes. Dans ma réponse, je vais donc écrire je vais pouvoir noter, grâce aux pages 396 et 397 du livre, j'observe que, ça veut dire que j'ai extrait l'information directement dans le livre, tous les micro-organismes font moins de 50 micromètres. Donc je fais un U avec une barre ici plus basse, c'est-à-dire 0,05 mm, puisqu'un millimètre égale 1000 micromètres. Ils sont tous microscopiques. Il faut savoir que l'œil humain ne peut pas différencier 2 points qui sont séparés à moins d'un dixième de millimètre. C'est-à-dire que notre œil n'est pas capable de voir plus petit qu'un dixième de millimètre. Donc, il faut, à partir de ce moment-là, utiliser le microscope pour distinguer les éléments inférieurs à un dixième de millimètre. Petit d. Repérer à l'aide du tableau 6, page 405, l'influence de certains micro-organismes sur la santé des êtres vivants. Donc, je me rends à la page 405. Et c'est un document. Alors, ce document, il est incorporé dans un exercice, mais ça va pas nous empêcher de l'analyser parce qu'il est extrêmement intéressant. Donc, ce document, c'est du langage scientifique. Ce langage, il est exprimé sous forme d'un tableau. Je vais lire avec vous l'énoncé du document. Donc, ici, je vais arrêter de bouger pour pas que ça fasse bouger le document. Micro-organismes de l'environnement et santé. Des chercheurs ont souhaité savoir si l'exposition à une forte ou faible diversité de micro-organismes de l'environnement dès la naissance avait une influence sur la santé. Pour cela, ils ont réalisé une expérience avec de jeunes porcs qui ont tous eu la même alimentation. On a un tableau. En premier, quand on a un tableau, il faut bien évidemment lire son titre, l'expérience et ses résultats. Ça veut dire qu'au sein de ce tableau va être décrit en quelque sorte l'expérience et surtout les résultats obtenus de cette expérience. On nous précise que les bactéries lactiques contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Dans ce tableau, il y a 2 colonnes. Ces 2 colonnes permettent de comparer. On compare des porcs qui sont nés et élevés dans un milieu intérieur et des porcs qui sont nés et élevés cette fois-ci en plein air. On nous montre ensuite, on nous précise, on va dire, la diversité des micro-organismes qui étaient présents dans l'environnement. On nous dit qu'à l'intérieur, dans un milieu intérieur, il y a peu de micro-organismes puisque la diversité est faible, tandis que dans un milieu extérieur, il y a beaucoup de micro-organismes puisque la diversité est forte. On nous précise ici le fonctionnement du système immunitaire de nos porcs. Et bien ici, on nous dit qu'on a
un système immunitaire efficace. Alors le système immunitaire, c'est aussi ce qu'on appelle le système de défense. Ça veut dire que nos pores se défendent bien, tandis que nos pores élevés en milieu intérieur, eux, eh bien, se défendent moins bien puisque leur système immunitaire est perturbé. Et là, on nous précise la quantité en pourcentage de bactéries lactiques dans l'intestin. On nous parle donc de leur microbiote. Ici, on voit que les bactéries lactiques sont nombreuses puisqu'on a 81% de bactéries lactiques, tandis qu'ici, on n'a que 18% de bactéries lactiques, donc le pourcentage est beaucoup plus faible. Étant donné que les bactéries lactiques contribuent au bon fonctionnement de l'organisme, j'en déduis donc que c'est grâce à ce taux élevé que le fonctionnement du système immunitaire est efficace, tandis qu'ici, c'est à cause de ce taux faible que le fonctionnement du système immunitaire est perturbé. Donc voici ici ma réponse. Alors j'espère bien sûr que vous notez la vôtre et moi je vous donne la mienne. Alors, je commence toujours à dire, bien évidemment, à citer ma source d'information. Ici, c'est le tableau, donc grâce au tableau, qui est une forme de langage scientifique. Je peux comparer des pores nés et élevés en intérieur avec des pores nés et élevés en plein air. Je constate que les pores nés en plein air sont en meilleure santé que les pores que les autres, on peut dire, car, j'explique d'où je tire ce constat. Il y a de nombreux micro-organismes dans leur environnement, ce qui leur a permis d'obtenir de nombreuses bactéries lactiques dans leur intestin. Vu qu'ils en ont 81% et que les autres n'en avaient que 18%, eh bien, il y en a 63% de plus que les pores d'intérieur. Il faut toujours faire une analyse chiffrée. S'il y a des chiffres dans un tableau, on les exploite, on les utilise. Ces bactéries contribuent au bon fonctionnement du système de défense du corps. Donc j'ai une première information, les micro-organismes sont utiles pour la bonne santé des êtres vivants et notamment de l'homme. Petit e, observez dans le document 4, page 401, les deux catégories de micro-organismes pour la santé des êtres vivants. Donc je retourne un petit peu en arrière. Je suis trop en arrière, c'est ici. Voici le document 4. Il s'intitule « Pourquoi un manque ou un excès d'hygiène est-il néfaste pour notre santé ?» C'est le professeur Philippe Sansonetti à l'Institut Pasteur qui s'exprime. Certains micro-organismes sont pathogènes, d'autres sont bénéfiques pour les humains. Donc l'adjectif pathogène est mis en opposition avec l'adjectif bénéfique. On suppose donc, on comprend donc que pathogène, ça veut dire au contraire que ces micro-organismes vont être néfastes. Être exposé dès la naissance à une forte diversité de micro-organismes apprend à notre corps à tolérer ceux qui sont indispensables à notre santé, donc ça veut bien dire que certains sont bénéfiques, et par contre, ça va nous aider aussi à combattre les pathogènes. Ça veut donc bien dire, s'il faut les combattre, que ceux-ci sont néfastes et doivent entraîner des maladies. L'hygiène ne consiste donc pas à détruire les micro-organismes, mais à réduire leur abondance et à maintenir une plus grande quantité de micro-organismes bénéfiques que de pathogènes. Ça veut donc dire, si je résume pour ma réponse, donc il existe des micro-organismes bénéfiques pour l'homme qui vont donc lui permettre d'améliorer sa santé et à l'inverse, il existe aussi des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire des micro-organismes qui, cette fois-ci, risquent d'entraîner des maladies. Valider ou non l'hypothèse et conclure. Du coup, moi, dans mon hypothèse, j'avais pensé, bien évidemment, avec l'actualité, que les micro-organismes, qu'on appelle encore microbes, pouvaient entraîner des maladies. Et j'avais oublié, mais j'espère que vous y avez pensé, étant donné qu'on avait déjà parlé du microbiote, que certains micro-organismes sont bénéfiques. Donc j'écris que mon hypothèse à moi n'était pas fausse, puisque bien évidemment, il existe des micro-organismes pathogènes qui entraînent des maladies, mais elle était incomplète, puisqu'il existe aussi des micro-organismes bénéfiques, comme par exemple ceux qui constituent notre microbiote. Là, je vais vérifier que j'ai validé ma compétence C1, comprendre un langage scientifique. Normalement,
Grâce à cette activité, je donne du sens au vocabulaire scientifique micro-organismes, c'est-à-dire des organismes qui sont invisibles à l'œil nu, qui ne sont visibles qu'au microscope. Au mot microbe, donc c'est un synonyme, c'est simplement un langage plus, on va dire, vulgarisé. Au mot bactérie, donc j'ai compris que les bactéries, c'était un type de micro-organisme unicellulaire, dépourvu de noyau, etc. Virus, j'ai compris que les virus aussi étaient un type de micro-organisme qui était systématiquement pathogène et qui étaient d'ailleurs les plus petits micro-organismes que l'on connaît. Les champignons, c'est aussi un type de micro-organisme. Stérile, un milieu stérile, c'est un milieu sans êtres vivants. Pathogène, j'ai compris que ça voulait dire néfaste pour la santé. Je donne du sens à un tableau de résultats. Je sais extraire les informations des lignes et des colonnes en leur donnant une signification. C'est-à-dire que je suis capable de les mettre en lien, en rapport et de comprendre ce que des lignes et des colonnes signifient et ce qu'elles montrent. Donc normalement, grâce à cette activité, j'ai compris tout ce langage scientifique. Je peux donc cocher mon petit bonhomme vert. Je peux mettre mon curseur vers la droite pour indiquer que j'ai bien acquis cette compétence. Ensuite, on va pouvoir noter notre leçon dans la partie leçon, c'est-à-dire la page de droite sous le grand titre. Donc, je remets mon site. Je retourne dans cours 3e, thème 3, puisqu'à présent nous sommes dans le thème 3. Je suis donc dans mon parcours 1. J'avais écrit les micro-organismes et notre corps, et dessous, je vais pouvoir écrire ma leçon. Les micro-organismes sont présents dans tout notre environnement, air, eau, aliments, et dans les cavités de l'organisme qui communique avec l'extérieur. C'est-à-dire que nous avons également des micro-organismes à l'intérieur de notre bouche, sur nos mains, sur nos cheveux, etc., etc. Ces micro-organismes sont variés, ça peut être des champignons, des bactéries, des virus, mais ils ont tous un point commun, ils sont invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs à 0,1 mm. C'est la plus petite taille que peut distinguer notre œil. La plupart des micro-organismes sont inoffensifs. La plupart, ça veut dire que 90% des micro-organismes qui existent sont complètement inoffensifs, voire même plutôt bénéfiques pour notre santé. Ils sont utilisés dans notre alimentation, en effet. On peut les utiliser comme les levures, les bactéries lactiques pour faire les yaourts, le fromage, etc. Il y a aussi de nombreuses moisissures qu'on utilise. Les moisissures sont des champignons qu'on met par exemple dans les fromages bleus. C'est Penicillium roqueforti par exemple pour le roquefort. Où ils constituent notre microbiote essentiel à notre bonne santé. D'autres, en revanche, sont responsables de maladies. Ils sont dits pathogènes. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la leçon en intégralité, je vous conseille de revenir un petit peu en arrière et de mettre pause. Nous avons donc terminé le grand A et la semaine prochaine, nous passerons au grand B de cette leçon. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, j'espère que vous avez pu acquérir le langage scientifique d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt mes élèves de 3e.